Salut, c'est Thomas Rozek. Je me rends bien compte qu'on va casser un peu l'ambiance. Alors que bon nombre d'entre nous sont déjà tout entiers projetés vers les perspectives offertes par ce déconfinement qui démarre, vers l'idée de revoir des gens, de retrouver un poil de liberté, de renouer un tant soit peu et dans le respect des gestes barrières avec la normalité. Bref, alors que nous serions censés être tout entiers portés par une grande pulsion de vie, nous on a décidé de parler de mort. La mort qui a bien malgré nous rythmé une bonne partie de cette étrange séquence pandémique et qui risque de continuer à le faire encore quelques temps. La mort qu'on semble redécouvrir comme si elle avait été un peu écartée, mise de côté, oubliée. À partir du 12 mai, nous allons vous proposer une série en 4 épisodes, signée Lucie Ronfaux et Quentin Bresson, qui creusera justement cette question de la présence ou de l'absence de la mort dans une société dominée par une vie numérique supposée nous offrir l'immortalité ou presque. Mais avant cette série, et vu l'actualité donc très spéciale de ces 2 derniers mois, on a eu envie de prendre le temps de déchiffrer ce que ce confinement et cette crise sanitaire nous disent de notre rapport à la mort. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour en parler, j'ai d'abord passé un coup de fil à Chiara Pastorini. Elle est philosophe, chargée de cours à l'Université Paris 9, cofondatrice du projet Les Petites Lumières qui initie les enfants à la philo dès la maternelle. Je lui ai demandé de quelle manière, selon elle, la situation actuelle changeait notre rapport à la mort. La question de la mort, c'est une des premières questions qui surgit chez l'être humain, dès le plus jeune âge. Les enfants se posent cette question dès qu'ils commencent à parler de façon plus structurée, donc en général, disons vers 3-4 ans. Et c'est une question qui nous accompagne tout au long de notre vie. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Martin Heidegger qui disait la mort est la question fondamentale et la conscience de la mort, c'est ce qui nous distingue des autres animaux. Pendant cette période de confinement, j'ai mené avec le projet des Petites Lumières, donc un projet d'initiation à la philosophie pour les enfants, différents ateliers à distance avec eux. Et bien sûr, on a abordé le thème de la mort et comment notre rapport à elle a changé pendant cette période de pandémie, cette période de confinement. Alors, ce qui a émergé d'abord, c'est que quand on s'interroge sur comment notre rapport à la mort a changé, il faut d'abord distinguer le rapport à sa propre mort et le rapport à la mort d'autrui. Donc, c'est 2 niveaux d'analyse différentes. Disons que chez les enfants ne se sont pas très concernés pour ce qui est de leur propre mort. On sait que cette épidémie, ce virus, épargne les enfants. Donc, il y a des cas, mais ils sont assez rares. Donc, disons que les enfants sont préoccupés surtout pour la mort de leurs proches, que ce soit leurs parents et surtout leurs grands-parents. Les virus, on le sait, touchent surtout les personnes les plus âgées. Donc, les enfants vivent avec une certaine angoisse, une certaine anxiété, ce rapport à la mort, surtout comme mort d'autrui. Mais même si on n'est pas forcément touché par la mort d'un proche directement, on sent en cette période que la mort est omniprésente. Donc la mort est omniprésente dans les conversations, à la télé, à la radio, sur le web, etc. Donc tout le monde finalement est concerné par la mort à cette période. Effectivement, avec les mesures sanitaires qui ont été prises pendant cette période d'épidémie et de confinement, il y a 3 éléments fondamentaux qui ont changé, je dirais, par rapport à l'accompagnement de nos malades en famille et de nos morts. Donc d'abord, il y a l'isolement des patients gravement touchés par le virus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin de fin de vie se fait dans la solitude. Souvent le malade n'est pas conscient, il est intubé et de toute façon séparé, isolé de ses proches. Ensuite, il y a effectivement une interdiction de cérémonies religieuses. Donc tous les rituels religieux, que ce soit les messes, mais aussi les rituels d'autres religions, ont été interdits. C'est qui, d'un point de vue anthropologique, n'a jamais été fait. Toutes ces cérémonies ont toujours existé depuis la nuit des temps. Et puis, même pendant les enterrements, il y a eu une limitation extrême du nombre des personnes qui pouvaient y assister. Donc, bien évidemment,
tout cela a changé notre rapport à la mort et surtout à la mort des autres. Ce qui est frappant dans cette situation, c'est la manière aussi dont la mort et le deuil, mais la mort de manière plus générale, est devenue omniprésente, on l'a dit, et notamment omniprésente sur des plateformes desquelles elle était plutôt absente, de manière générale, qui sont les plateformes numériques, les réseaux sociaux notamment, où la mort habituellement n'apparaît pas, ou alors très très peu. Là, pour le coup, justement, en étant privé de ces possibilités de faire son deuil, en ne pouvant pas assister à ces cérémonies, on a eu la sensation, alors là pour le coup c'est de la sociologie au doigt mouillé, mais je la partage avec vous, cette sensation, on a eu la sensation que la mort trouvait pour le coup une place, que les réseaux sociaux devenaient un palliatif à cette absence de cérémonie possible. C'est quelque chose que vous avez noté vous aussi ? En effet, en cette période, la mort s'exprime sur les réseaux sociaux beaucoup plus facilement. On assiste par exemple à des cérémonies en vidéoconférence où on peut même chanter ou écouter la musique préférée du défunt. On peut faire des discours, etc. Aussi dans toutes les conversations, on dit prenez soin de vous. On s'inquiète beaucoup de la santé des uns et des autres. On ne s'intéresse pas seulement à leurs idées, à leurs sentiments, mais à leur santé, je dirais même à leur survie. Donc, en raison effectivement des éléments qu'on a énoncés tout à l'heure, tout ça fait en sorte que les réseaux sociaux se transforment l'un des seuls endroits où la mort peut s'exprimer. C'est un lieu où faire le deuil. Donc, c'est un autre moyen pour accompagner ensemble nos morts. La sensation qu'on a eue en réfléchissant à cet épisode et en se posant la question de la mort très, très précisément dans cette situation, c'est qu'on a eu l'impression, et vous le disiez un peu tout à l'heure, que même si on n'y est pas confronté directement par la perte d'un de nos proches, la mort est omniprésente. Et est-ce que du coup ça veut dire que cette expérience-là, c'est une expérience de mort collective, plus qu'une expérience de mort individuelle, personnelle, comme c'est censé l'être habituellement? Alors, je dirais que la maladie pandémique amène à une prise de conscience du caractère fragile de l'être humain, d'une certaine forme de vulnérabilité. Il n'y a pas de traitement efficace contre le Covid-19 à ce jour. Donc, ça nous rend tous concernés et vulnérables devant ce même phénomène, devant ce même virus. On peut parler donc en effet d'expérience de mort, de la mort collective. Je dirais aussi que d'un point de vue politique, il y a actuellement une considération plus importante du phénomène de la pandémie. Si on fait par exemple une comparaison avec la pandémie de Hong Kong, on est en 1969, il y a eu au moins 1 million de morts dans le monde, et cette pandémie est pratiquement passée sous silence. Il n'y a pas eu de mesures sanitaires prises par les différents pays. Pourquoi ? Il y avait sûrement beaucoup de choses à régler après mai 68, mais aussi d'autres éléments sont à prendre en compte. Le fait que la pandémie est passée pratiquement sous silence est dû sans doute à différents facteurs, comme le progrès du savoir, le progrès des modèles épidémiologiques qui aujourd'hui nous permettent de mieux prédire comment un virus peut se comporter, quel effet peut avoir sur une population, et aussi le partage des informations, la possibilité d'un partage d'informations au niveau mondial. On pense du coup au web, Internet, etc., les réseaux sociaux, etc. On pourrait se demander également, et je n'ai pas la réponse, si les mesures sanitaires qui ont été prises aujourd'hui dans le monde entier, rappelons que plus de 4 milliards de personnes ont été confinées, sont dues à une plus grande valeur attribuée à la mort, et donc à la vie, ou bien aux enjeux économiques qu'il y a derrière cette pandémie. L'une des problématiques essentielles, on le sait dans cette situation précise, c'est la difficulté, voire l'impossibilité de se réunir pour enterrer et accompagner dans la mort les défunts. Avec la limitation des regroupements et la nécessité de stopper les déplacements, bon nombre de morts n'ont pas eu les cérémonies qu'ils ou elles auraient dû avoir et les vivants se voient donc empêchés dans leur travail de deuil. J'en ai discuté avec une des plus fines connaisseuses des mécaniques du deuil et de la mort, la psychologue et psychanalyste Marie-Frédérique Baquet, qui est professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg. Il y a eu un interdit sur lequel
final, l'État est revenu, le gouvernement est revenu parce qu'il s'est rendu compte de, je dirais, la catastrophe affective que cela procurait aux endeuillés, c'est-à-dire qu'il y avait une limitation des cérémonies à 10 personnes et d'autre part, avant même le décès de la personne, revoir la personne malade a été impossible pour certaines familles et ne parlons pas des amis. Donc cette situation, j'ai parlé de catastrophe affective, ce n'est pas une dramatisation de ma part, c'est une réalité vécue, comme on dit, une expérience subjective extrêmement difficile pour les familles et les amis, et d'autant plus difficile qu'elle est irréversible. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la mort a cette caractéristique, c'est qu'elle est irréversible. Et que donc si on rate, si on ne peut pas accompagner son mort, eh bien c'est à jamais, bien entendu. Donc les familles ont ressenti cette impossibilité totale d'accompagner leur mort et elles l'ont très très mal ressenti avec deux possibilités, si j'ose dire. Il y avait les morts de la maladie à coronavirus d'une part et les morts tout à fait d'autres pathologies ou tout simplement d'usure qui ont malheureusement été traitées de la même manière, c'est-à-dire avec des cérémonies restreintes et l'absence pour tout accompagnement. Alors, je voudrais quand même remettre la mort dans sa juste place. N'oublions pas qu'en France, aujourd'hui, il y a environ 600 000 morts par an, 600 000, ce qui signifie que environ 1100 à 200 personnes meurent chaque jour. Or, on a assisté à une comptabilité morbide qui, à mon avis, chiffrait et obnubilait littéralement la population sur des quantités, puisque on nous disait, donc aujourd'hui il y a eu 600 morts du Covid, aujourd'hui bon, on est à 300-200 morts du Covid. Mais ce qu'on oblitérait, c'était le nombre de morts habituels chaque jour. Donc effectivement, le chiffre qu'on nous avançait chaque soirée au niveau des informations, comme on dit, ce chiffre-là était tout simplement une majoration du chiffre habituel qu'on devait donner. Car en fait, chaque jour, on ne nous dit pas, en période évidemment non épidémique, on ne nous dit pas, écoutez, aujourd'hui, il y a eu 1100 morts. Vous voyez, donc il y a eu une manière de dramatiser l'épidémie en donnant le nombre de morts journaliers qui venait masquer finalement le nombre de morts habituels. Et par ailleurs, les personnes, donc les familles que j'ai rencontrées qui vivaient ces morts, qui perdaient un proche, que ce soit par le SARS-CoV-2 ou bien de mort naturelle, ben, ces familles se sont trouvées prises, je dirais, dans une circonstance où elles ont eu l'impression d'être punies, alors que finalement elles accompagnaient un mort, donc soit par mort accidentelle, soit par mort naturelle, soit même par coronavirus. Donc je pense qu'ici, nous avons beaucoup de travail à faire. Alors les psychologues, les sociologues, les bénévoles, tous les accompagnants, et je dirais les citoyens français en général, pour reprendre cette situation d'absence, cette situation de vide, la reprendre dans une nouvelle cérémonie. Ça, c'est ce que beaucoup de familles vont tenter de faire, mais en même temps, une cérémonie, ça a un coût. Et surtout, psychologiquement, je ne suis pas sûre qu'elle soit capable d'organiser une nouvelle cérémonie. Donc ça va être très très difficile pour ces familles et je pense qu'ici, il faut qu'on envoie des messages à la société en disant bah, écoutez, on comprend que vous ne soyez pas capable de le faire, on peut peut-être vous y aider. Donc là, aider sous la forme, alors attention parce qu'il y a une ambiguïté avec les entreprises funéraires, c'est-à-dire que les entreprises funéraires vont bien sûr, et c'est tout à fait normal et logique, facturer ce type de cérémonie supplémentaire. Je crois qu'ici il faudrait une aide peut-être volontaire, je ne parle pas de bénévolat, mais peut-être volontaire, citoyenne, pour aider ces familles. Si on en revient à la question de
la communication autour de la mort qu'on a évoqué, et ce décompte morbide que vous avez cité tout à l'heure. Parmi les éléments qui, dans le discours public, ont pu troubler un peu notre rapport à la mort dans cette séquence très particulière, on l'évoquait en préparant cette interview tous les deux. Vous me disiez qu'il y avait aussi le rapport à la médecine qui avait joué, notamment cette illusion qui s'est installée que la médecine repoussait la mort. Oui. Alors, on peut observer historiquement dans toutes les sociétés humaines une compréhension de la lutte contre la mort, car oui, bien sûr, les humains, étant donné leur connaissance d'une mort possible pour eux, et d'une mort en tout cas certaine, dans un temps plus ou moins possible, les humains ont donc utilisé différents écrans, différentes barrières, différentes défenses. D'une part, la magie, dans un premier temps, au niveau des différentes civilisations, on l'observe bien sûr, puis ensuite les religions polythéistes, puis religions d'État, comme en France on a pu l'observer, et enfin la médecine vient prendre la place des religions. Ce fait a été démontré anthropologiquement, c'est-à-dire que au début on a la croyance, puis ensuite on a la science qui montre à travers la médecine qu'il y a des moyens de lutter contre la mort. Donc la médecine s'avère pour l'Occident la plus grande barrière et la plus efficace d'ailleurs contre la mort. Donc en France, où la médecine a un statut particulier, et donc la médecine est une défense constamment invoquée par l'État. Et on a pu assister, on a vu comment Emmanuel Macron ou Édouard Philippe ont mis devant eux, comme un écran, tel un écran, la médecine française. Donc vous voyez, pour moi, la mise en avant de la médecine, c'est une défense, bien sûr, des États impuissants à lutter contre la Covid. Et je trouve dommage de centrer nos défenses sur l'unique médecine, car il y a bien d'autres manières. Et on l'a vu justement, ces manières ont été utilisées par exemple à Hong Kong, dans certains pays asiatiques, et ces manières de faire face à la Covid-19, c'est bien de prévenir la maladie et donc de prévenir les épidémies. Et on aura l'occasion de creuser dans les mois qui viennent les bouleversements culturels et sociétaux que cette séquence inattendue va provoquer, tant pour la vie que, vous l'aurez compris, pour la mort. Merci à Chiara Pastorini, Marie-Frédéric Baquet pour leurs réponses. Ne manquez pas, à partir du 12 mai, je le redis, le premier épisode de notre série documentaire Mort à la ligne, signé par Lucie Ronfaux et Quentin Bresson. Quentin qui a également réalisé cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram pour nous parler. Continuez surtout de bien vous laver les mains et de respecter les gestes barrières. Et à demain pour notre série.